Un millionnaire passait par une station-service lorsqu'il aperçut un garçon en fuite. Il lui tendit simplement un morceau de pain. Ce qu'il découvrit ensuite le bouleversa profondément. Crash. Le bruit fracassant d'une tasse en porcelaine s'écrasant au sol glacialaire de la cuisine, comme si quelqu'un avait soudain cessé de respirer. Les éclats blancs de céramique volèrent en tous sens, tournoyant doucement avant de s'immobiliser, tels des soldats ayant accompli leur mission, annonçaient que quelque chose de terrible allait arriver. Alvaro Carter, 10 ans, resta figé. Sa main était encore tendue, la paume chaude du contact avec la tasse qu'il venait de lâcher. Ses yeux restaient rivés aux fragments au sol. Il savait qu'il n'avait pas seulement brisé un objet, mais aussi réveillé le silence dangereux de cette maison. Un cri perçant résonna depuis le salon. Alvaro n'avait pas besoin de regarder. Il savait qui s'approchait. Eduardo Carter, son père, apparut dans l'embrasure de la porte. Il se tenait là comme un bloc de pierre noire, immobile et glacé. Il n'avait pas besoin de parler pour inspirer la peur. Sa simple présence suffisait. Son dos toujours droit, sa chemise blanche boutonnée jusqu'au cou comme s'il sortait d'un service religieux. Tout en lui respirait la rigueur, ses cheveux plaqués en arrière, sa barbe toujours fraîchement rasée, ses chaussures brillantes. Mais ce qui terrifiait le plus, c'étaient ses yeux gris, dénués de colère ou de compassion, simplement fixés sur vous, en silence, guettant l'erreur à punir. Il n'allait pas à l'église pour prier, mais pour valider son droit de juger. Et dans cette maison, Alvaro était toujours le pécheur. Il le regarda quelques secondes. Ce n'était pas un regard intense, mais suffisant pour que Alvaro se sente nu dans le vent glacial. « Encore toi » dit Eduardo d'une voix à peine audible. « La vaisselle de Dieu n'est pas pour les mains négligentes. » Avant que Alvaro puisse répondre, un bruit de pantoufles raclant le sol se fit entendre, suivi d'une voix de femme, sèche comme l'écorce d'un arbre. « Qu'est-ce qu'il a encore cassé, ce morveux ?» Lucilla Carter, la mère d'Eduardo et grand-mère d'Alvaro, apparut avec une tasse en porcelaine au bord doré. Petite femme âgée, son regard était tranchant, toujours oscillant entre couper ou ignorer. Pour elle, éduquer signifiait faire souffrir. La discipline était une tradition. Tout se réglait par une fessée. Il en a cassé 3 cette semaine, dit-elle sur un ton de plainte, avant de conclure d'une voix tranchante, apprends-lui à nouveau. Eduardo ne répondit pas. Il ne hocha pas la tête. Il s'approcha simplement et leva la main. Tends la gauche, morveux. Alvaro hésita, puis obéit. Il était droitier, mais la main gauche était celle réservée aux punitions. C'était une règle non écrite, comme toutes les autres lois dans cette maison. Inutile de les dire. Mais il ne fallait jamais les oublier. Eduardo saisit une cuillère en acier inoxydable sur la table et la posa devant son fils avec fermeté. Le son du métal contre le bois fit frissonner Alvaro. « Ne fais pas honte à ta mère d'avoir un fils comme toi. » Doña Lucila ricana. Un rire discret, comme une cuillère tournant dans une tasse, mais glacial. Tu le corriges avec douceur. Il finira comme sa mère. Le nom de sa mère, Raquel, était une épine dans cette maison. Raquel Carter avait été une femme douce, qui n'élevait jamais la voix, et n'avait jamais reçu ni amour ni respect de ces deux êtres. Elle était morte d'une étrange maladie 2 ans plus tôt. Alvaro n'y avait jamais cru. Eduardo leva la main. Alvaro ne bougea pas. Il regarda simplement vers l'étagère, là où se trouvait une vieille photo cachée derrière une feuille de papier aluminium. Une photo de sa mère. Ses yeux y souriaient encore, bien que ce sourire ait été couvert de poussière depuis presque 2 ans. Le premier coup tomba. Il ne pleura pas. Le deuxième vint plus vite. Puis le troisième. Et le quatrième. À ce stade, Alvaro ne pouvait plus les compter. Il ne ressentait plus la douleur comme avant. Juste une chaleur diffuse, qui s'étendait puis disparaissait. Comme si son corps, habitué à être frappé, se mettait en veille pour survivre. 1 heure plus tard, la cuisine retrouva son silence éternel. Alvaro était recroquevillé contre le mur, les yeux fixés sur une fissure sous le buffet, là où un éclat de porcelaine reposait encore, oublié. Dehors, la pluie tombait. Le vent s'infiltrait en rafale par les fentes de la porte. Alvaro leva les yeux vers le plafond, là où une fissure en forme d'éclair serpentait. Il l'avait observé des centaines de fois après chaque correction. C'était le seul endroit qu'il regardait. Mais cette fois, c'était différent. Quand il se retourna, Alvaro vit les yeux de sa grand-mère.
Il n'était pas en colère, ni plein de reproches, mais satisfait. C'est à ce moment-là qu'il comprit. Ici, personne ne voulait qu'il vive mieux. On ne voulait pas qu'il obéisse. On voulait qu'il se taise et qu'il souffre. Il murmura à lui-même. Je ne mourrai pas ici. Je ne peux pas être comme maman. Je ne veux pas être enterré sous un nom que plus personne n'appelle. Non. Quand la nuit enveloppa la maison, Alvaro marcha sur la pointe des pieds jusqu'au placard de la cuisine. Il en sortit un vieux sac à dos. À l'intérieur, il n'y avait qu'un morceau de tissu doux, découpé dans la robe de sa mère, et une bouteille en plastique vide. Il ouvrit discrètement la porte de derrière et se glissa dehors. Le vent glacé le frappa. Il ne savait pas où aller. Il savait seulement que rester, c'était mourir. La porte en bois se referma derrière lui. Personne ne l'appela. Personne ne s'inquiéta de son absence. Parce que dans cette maison, le nom Alvaro n'avait jamais vraiment existé. La pluie de la nuit tombait sur les bois de Marfil comme un rideau épais, noyant tous les sons dans un brouillard humide. Personne n'entendait rien, sauf le ruissellement constant. Personne n'imaginait qu'un garçon de 10 ans courait là, seul, trempé, grelottant. Aucun feu, aucune voix. Juste les pas doux d'Alvaro Carter foulant les feuilles sèches, essayant de ne pas faire de bruit. 30 minutes plus tôt, il avait quitté la maison où il avait grandi. Une maison où, depuis longtemps, plus personne ne l'appelait par son vrai nom. La porte arrière s'était refermée sur une part de sa mémoire. Alvaro ne se retourna pas. Il ne se le permit pas. Sous le couvert des trempés, il baissa la tête, s'adossa aux racines d'un arbre, ses yeux scrutant chaque branche qui obstruait le chemin. Il marchait sans carte, sans lampe, seulement guidé par son instinct. Un instinct nourri par la peur. Il s'éloigna de la route de terre menant à la ville, essayant de rester caché dans l'obscurité. Car si quelqu'un le voyait errant seul, il s'arrêterait mais pas pour aider. Cela pourrait être Doña Lucila. Cela pourrait être son père. En pensant à Eduardo Carter, Alvaro s'arrêta. Le froid sur sa peau n'était pas aussi terrifiant que cette sensation de picotement dans la nuque, comme si son père se tenait juste derrière lui. Ses mains étaient rugueuses, mais sa voix douce, comme s'il lisait un psaume. Et c'était cette douceur-là qui glaçait le sang. Dans la forêt, l'odeur de terre humide, mêlée à celle de la mousse et de la sève, formait un air dense. Chaque fois qu'une branche frôlait son visage, Alvaro sursautait, croyant qu'on tirait sur sa manche. Et chaque fois, il entendit le vent siffler à travers la cime des arbres. Alvaro tourna la tête, vérifiant derrière lui. Un instant, il crut entendre quelqu'un l'appeler. Il s'immobilisa. Mais il n'y avait personne. Seulement le vent, glissant entre les troncs des arbres penchés. Pourtant, dans son cœur, cet appel résonna comme une lame tranchant dans sa mémoire. Après près d'une heure à patauger dans la forêt, Alvaro était épuisé. Il s'arrêta sur un tronc d'arbre tombé, s'assit pour reprendre son souffle, puis se força à se relever immédiatement. Il savait que s'il restait assis trop longtemps, il ne pourrait plus jamais se lever. Un murmure soudain surgit des buissons devant lui. Il sursauta, reculant d'instinct. De l'ombre jaillit un petit chien errant. Son pelage était touffu et trempé. Ses yeux ambrés brillaient dans la nuit. Ils se regardèrent. L'un était épuisé, l'autre affamé. Alvaro ne s'enfuit pas. Il leva simplement la main, lentement. Le chien ne jappa pas, il grogna doucement, puis se retourna et disparut comme s'il n'avait jamais existé. Mais cette brève rencontre suffit à faire trembler Alvaro comme une feuille. Vers minuit, il atteignit une pente douce, là où un sentier traversait une clairière. Pour la première fois, Alvaro aperçut une lumière, une petite lueur vacillante au loin, près d'une racine moussue. Diego Ferré, un sans-abri qui vivait éparpillé dans les bois, était assis là, le dos appuyé contre un sac à dos déchiré, fumant une dernière cigarette. La ville parlait de lui sous toutes sortes de noms, fou, vagabond, un homme qui aurait tué sa femme. Mais Alvaro ne savait rien de cela. Il ne vit qu'un inconnu dans les bois, et cela suffit à le figer sur place. Diego leva les yeux vers lui. Il pleut à verse et y a encore des gens qui marchent la nuit, dit-il d'une voix rauque mais sans menace. Alvaro se tenait là, à une vingtaine de pas, sans bouger. Son cœur battait à tout rompre. L'une de ses jambes était engourdie, mais il gardait l'équilibre. Diego leva la main, lentement, sans avancer. Si tu fuis quelqu'un, je poserai pas de questions.
Je te dirai juste ceci, il y a une petite falaise plus loin. Suis-la et tu éviteras la patrouille. Alvaro hocha doucement la tête. C'était la première fois qu'il réagissait depuis qu'il avait quitté la maison. Mais il ne dit rien, ne s'approcha pas du feu. Il repartit, s'enfonçant dans l'obscurité sans se retourner. Diego le regarda disparaître et murmura, « Diego ne pleure plus comme avant. » Alvaro continua de marcher. Son dos le faisait souffrir, ses genoux brûlaient, mais il se sentait plus en sécurité à travers ce bois épais. Comme Diego l'avait dit, il trouva une petite pente rocheuse. Il s'agrippa aux branches pour grimper, glissa plusieurs fois, mais n'abandonna pas. Le ciel commença à se dégager. La brume s'épaississait, obscurcissant la vue. Dans cet air froid et léger, une odeur différente flottait, celle de l'huile, de la rouille, et d'une vieille fumée d'essence. Un mélange que Alvaro n'avait jamais senti dans la forêt. Il tourna à gauche. Après quelques minutes, il la vit, une vieille station-service. Les néons rouges clignotaient faiblement. L'enseigne était cassée à un coin. Il n'y avait personne. Aucune voiture. Juste le mur taché derrière et la pompe rouillée. Alvaro fit le tour, trouvant un coin isolé entre deux murs. Il s'assit, posa son sac sur ses genoux et l'enlaça comme si tout ce qui lui restait au monde s'y trouvait. Il s'endormit, enveloppé par l'odeur de l'essence, la brume, et le souffle doux du vent, sans savoir que cet endroit serait un carrefour, et que pour la première fois de sa vie, quelqu'un allait s'arrêter pour le regarder. Le matin, dans la campagne, la lumière du soleil n'est jamais vive. Elle effleure doucement les toits de tôle, reflétant une couleur grise, pâle, dans la vitre poussiéreuse de la station sur la route 87, comme des cendres qui ne fondent pas. Un rayon de soleil traversa les paupières plissées d'Alvaro, fin comme un fil de soie, mais suffisant pour le faire bouger légèrement. Il ouvrit les yeux lentement, comme quelqu'un qui revient d'un rêve sans nom. Personne ne vit cet instant. À l'intérieur, Tyler, le jeune employé d'une vingtaine d'années, mâchait du chewing-gum, une oreillette dans l'oreille, quand il aperçut Alvaro à travers la vitre encrassée. Il roula des yeux. « Eh, tu vois le gamin dehors » dit-il à son collègue au comptoir. « Encore un. » Srenia haussa les épaules. L'autre doit sûrement attendre ses parents. Tyler eut un sourire en coin, ouvrit un placard et sortit une bouteille d'eau à moitié pleine. Il sortit et la lança à Alvaro. La bouteille roula plusieurs fois, s'immobilisant devant les chaussures du garçon. « Si tu veux boire, bois. Reste pas là jusqu'à l'après-midi » lança Tyler sans s'arrêter, puis rentra comme s'il venait de jeter les poubelles. Alvaro ne ramassa pas la bouteille tout de suite. Il la regarda longtemps, comme s'il se demandait non pas s'il avait soif, mais s'il avait le droit de la prendre. Un minivan argenté se gara à la pompe numéro 3. Sur la banquette arrière, une petite fille aux cheveux bouclés pointa Alvaro du doigt. « Maman, ce garçon est assis par terre. » La femme tourna la tête, hésita un instant, puis tira doucement la main de sa fille pour la ramener à sa place. « Ne regarde plus. Les enfants sages ne se mêlent pas des affaires des autres. » La vitre se referma. Lentement, entre les yeux curieux de la fillette et le regard froid de sa mère, un chauffeur de camion descendit de son véhicule, un café brûlant à la main. « C'est quoi ça ? Pourquoi ce gamin est là » demanda-t-il à Tyler en passant. Tyler haussa les épaules en ouvrant une bouteille de soda. Depuis ce matin, il dit rien, il demande rien. Il reste juste assis là. Faut faire gaffe si la presse débarque, ça fera des histoires. L'homme retourna dans son camion, referma la porte d'un coup de coude, et démarra, comme s'il voulait chasser ce problème de son esprit. Personne ne s'arrêta. Personne ne s'approcha. Alvaro remonta sa capuche pour se protéger du soleil, traça quelques spirales dans la poussière, puis les effaça. Il recommença. Dans cette station, les gens allaient et venaient. Ils partaient avec l'odeur de l'essence, le goût du café instantané, et le bruit des klaxons. Ici, personne ne lui posait de questions, personne ne se souciait de lui. Mais étrangement, ce sentiment lui apportait plus de sécurité qu'aucun autre endroit. Il n'avait plus à faire attention à chaque pas dans la maison. Il n'avait plus besoin de deviner les expressions des adultes avant de parler. Il ne se raidissait plus au bruit d'un verre brisé, d'une cuillère tombée, ou d'une porte claquée au beau milieu de la nuit. Personne ici ne prononçait son nom dans une voix vide, comme s'il n'était pas un être humain mais un problème à régler. Le siège derrière la station était froid, dur, rugueux. Personne ne l'aimait ici, mais personne ne le touchait non plus ni d'une main étranglante,
ni d'une voix pleine d'amertume. Une brise légère passa. Elle portait l'odeur de l'essence ancienne, de la poussière, et un léger parfum de pain, venu du chariot ambulant de l'autre côté de la rue. Alvaro ne leva pas la tête, mais il crut entendre des pas. Pas comme ceux d'avant, pressés, fuyants. Ceux-ci étaient lents, réguliers, profonds. Ni trop proches, ni trop lointains. Il ne leva pas les yeux, mais pour la première fois depuis des jours, il n'eut pas peur de ses pas. Le vent du matin soufflait sur la station de la route 87, emportant avec lui le parfum de l'huile usée des voitures et la promesse incertaine d'un autre jour. Une légère fraîcheur flottait dans l'air, mêlée au parfum discret de non-frit provenant du chariot à pain de l'autre côté de la rue. Le petit wagon rouge de Gloria était encore stationné au même endroit, comme chaque lundi. Pain chaud, café bon marché, vieux airs de jazz joués sur un lecteur à cassette, tout cela formait un rituel presque sacré pour les routiers de passage. Un Lincoln Continental gris-argent s'arrêta lentement. Le moteur s'éteignit. La portière s'ouvrit. Un homme en sortit. Monsieur Whitmore, un homme de plus de 60 ans, grand, aux épaules larges, comme s'il avait passé sa vie à porter des choses lourdes. Son visage, grave, était marqué de rides profondes autour des yeux, non pas celles de quelqu'un qui avait beaucoup ri, mais de celui qui avait trop vu, trop vécu. Sans prononcer un mot, il s'avança vers la station-service. Autrefois, il avait été l'un des hommes les plus riches de l'État, propriétaire d'un empire immobilier s'étendant de Chicago à Seattle. Forbes l'avait un jour surnommé « le magnate anonyme » pour sa fortune colossale et sa discrétion légendaire. Il allait faire le plein, puis s'arrêta soudainement. Derrière la pompe, adossée au mur, une silhouette frêle, recroquevillée, tête baissée, portant un vieux manteau trop grand et serrant un sac à dos en lambeaux. D'une voix grave, calme mais attentive, il demanda. « C'est qui, ce gamin ?» Tyler, le pompiste, nettoyait le comptoir en verre en écoutant de la musique avec ses écouteurs. Il haussa les épaules. Il est là depuis quelques jours. Il parle pas. Il commande rien. Tout le monde le voit, mais tout le monde est pressé. Monsieur Whitmore resta silencieux quelques secondes. Il regarda encore le garçon. Il ne bougeait pas. Il ne tendait pas la main. C'était comme s'il s'était pétrifié face à ce monde. Il fit demi-tour et se rendit au chariot de Gloria. Il prit un pain encore chaud, le serra dans sa main, et dit simplement. « Merci. » Sans beurre. Puis il se retourna. Alvaro l'avait déjà vu. Il avait entendu la conversation. Et, comme toujours, il se tendit, prêt à se protéger si l'homme s'approchait. Mais cette fois, l'homme ne semblait pas pressé. Il ne parlait pas fort. Il ne s'approchait pas brusquement. Il avançait, tout simplement, puis s'arrêta à bonne distance. Il tendit alors sa main. Sur sa paume reposait le pain encore tiède. « Tu veux manger ?» Sa voix était grave, basse, posée. « Tu n'as pas besoin de parler. Juste, reste. » Alvaro le regarda, intrigué. Ce n'était pas un regard de pitié. Ce n'était pas un regard qui passe en coup de vent comme si tu n'existais pas. C'était un regard qui restait. Cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas regardé ainsi. Il baissa la tête, prit le pain à deux mains. Il ne dit rien. Il resta simplement assis. Monsieur Whitmore acquiesça d'un léger hochement de tête, puis s'éloigna. À ce moment-là, une camionnette freina brusquement de l'autre côté de la rue. Une femme en descendit. Cheveux gris attachés, silhouette mince, deux sacs de course à la main. Alvaro leva brièvement la tête, voulut la rebaisser, mais ses yeux croisèrent les siens. Lucilla Carter. Sa grand-mère. Son souffle s'arrêta. Son corps entier se figea. Tout devint flou autour de lui. Voiture, voix, vent. Il n'entendait plus rien. Juste ses yeux froids. Durs. Aiguisés comme du fer forgé. Les yeux qu'il connaissait trop bien. Les nuits de pluie. Les restes de repas qu'il n'avait pas le droit de toucher. Les coups sans raison. Il rabattit sa capuche, recula contre le mur. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait éclater. Il tremblait. Pas seulement de peur. De cette envie de fuir. Son corps réagissait avant même que sa raison puisse décider. Il savait, si elle le voyait, si elle l'appelait, il serait repris. Personne ne le croirait. Personne ne le défendrait. Et ce serait une nuit de plus.
Ou pire. De loin, Monsieur Whitmore avait tout vu. Il avait vu le garçon trembler. Ses yeux n'étaient plus vides. Ils étaient pleins de détresse. Comme les siens, ce soir-là, à 12 ans, quand sa mère était partie sans jamais revenir. Il vit le pain serré contre sa poitrine. Comme une bouée de sauvetage. Puis Alvaro tourna la tête vers lui. Un regard d'urgence. Un cri silencieux. Alors il revint lentement. Tu n'as pas besoin d'expliquer, dit-il d'une voix lente mais décidée. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais si je peux aider. Je suis là. Alvaro se leva, serra fort la sangle de son sac. Il ne dit rien. Il ne pleura pas. Mais il avança vers lui. De lui-même. Comme s'il venait d'ouvrir une porte qu'il croyait verrouillée à jamais. Quand la Lincoln quitta la station-service, Doña Lucila s'était retournée sans le reconnaître. Alvaro était assis à l'arrière, le visage collé à la vitre, sans se retourner. Il ne savait pas où il allait. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il savait qu'il n'y retournerait pas. L'odeur du vieux bois et la lumière douce filtrant à travers les rideaux furent les premières choses qu'il sentit en entrant dans la maison. Ce n'était pas grand, mais tout y était rangé, chaleureux d'une manière discrète. Comme un lieu où l'on avait ri autrefois, et où ce rire avait été soigneusement rangé quelque part. Jamais éteint. Juste silencieux. Monsieur Whitmore déposa le sac du garçon près de la porte, puis entra dans la cuisine en silence. Il mit de l'eau à chauffer. Il ne posa aucune question, ne donna aucune consigne. La maison semblait comprendre, instinctivement, que l'enfant avait besoin de temps. Alvaro resta dans le couloir, observant les objets simples, un vieux fauteuil, une horloge arrêtée à 10h15, une pile de livres anciens près de la cheminée. Sur une étagère, il vit une photo. Une femme au sourire doux, aux cheveux blonds légèrement bouclés. Sur le cadre, un nom gravé, Martha. Un peu plus tard, Monsieur Whitmore posa 2 tasses d'eau chaude sur la table. Une pour lui, une pour le garçon. Puis, comme s'il se souvenait soudain de quelque chose d'important, il demanda doucement. « Je ne sais pas comment t'appeler. » Le garçon leva la tête, plongea ses yeux dans les siens. Une brève hésitation. « Alvaro, » dit-il d'une voix presque inaudible. Monsieur Whitmore acquiesça, comme si ce nom venait de combler une absence. Il résonna en lui comme un souvenir lointain. Celui de son petit frère, disparu lorsqu'ils étaient enfants. Ce jour-là, il avait appris ce que voulait dire l'impuissance. « Alvaro » répéta-t-il avec gravité. « Tu veux prendre une douche ? La salle de bain est au fond du couloir. » Quand le garçon partit, l'homme resta assis, la main posée doucement sur la table. Il revoyait l'ancienne maison du Missouri, l'odeur du bois, le vent d'hiver sifflant, et ce garçon, lui-même, les mains violacées de froid, recroquevillé près de la cheminée, écoutant son père hurler sans oser pleurer. Ce souvenir ne faisait pas naître de pitié. Il lui rappelait simplement que certains enfants n'avaient pas besoin de compassion. Ils avaient besoin de quelqu'un qui sache s'asseoir en silence à côté d'eux. Alvaro marcha lentement sur le sol en bois qui craquait légèrement sous ses pas. Arrivé dans la salle de bain, il verrouilla la porte avec soin, comme s'il craignait qu'on entre. L'eau chaude sur sa peau le fit frissonner. Il avait l'impression de laver la poussière de la route, et la peur qui s'était collée à lui. Il resta longtemps là, l'eau coulant dans ses cheveux, sur ses épaules, sur ses bleus encore douloureux. Il s'appuya contre la baignoire, tremblant. Ne sachant pas si c'était du froid ou de quelque chose de plus profond. Une émotion sans nom qu'il avait longtemps enfouie et qui revenait maintenant, goutte après goutte. Monsieur Whitmore ne frappa pas à la porte. Il se contenta de déposer devant la salle de bain un pyjama propre, soigneusement plié, accompagné d'une serviette. Et puis, il retourna silencieusement dans le salon. Près de la fenêtre, le vieux chat prénommé Murphy, celui que sa défunte épouse Martha avait laissé derrière elle, sauta sur le fauteuil et frotta sa tête contre sa main. Cet animal âgé vivait toujours là, discret, comme un témoin du passé. Cet enfant a peut-être besoin de plus de temps, murmura-t-il, comme s'il s'adressait au chat. Lorsqu'Alvaro sortit de la salle de bain, les cheveux encore humides, serrant contre lui ses vieux vêtements, il le trouva assis sous la lumière jaune, un livre entre les mains. Sans lever les yeux, l'homme prononça simplement. La chambre à droite. La porte n'est pas verrouillée. Si tu veux la fermer, il y a un loquet à l'intérieur. La chambre était petite, avec un lit simple près de la fenêtre. La couverture beige, propre, portait l'odeur du soleil ancien.
Au mur, une peinture à l'huile montrait une prairie au coucher du soleil. Il n'y avait ni télévision, ni chuchotement. Juste le silence, comme une étreinte sans forme. Alvaro s'allongea dans le lit, observant la pièce, puis son regard se posa de nouveau sur la photo de Martha. Une vieille photo fanée, posée à côté d'un petit cactus. Il effleura doucement le cadre, sans vraiment savoir pourquoi. Mais l'expression sur son visage lui apporta un soulagement, semblable à celui qu'il ressentait autrefois quand sa mère posait sa main sur son front pour vérifier s'il avait de la fièvre. Cette nuit-là, Alvaro ne pleura pas. Il resta simplement immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond. Et, dans un moment flou entre le sommeil et la réalité, il sentit une main se poser sur son front. Ni froide, ni lourde, ni douloureuse. Elle resta là, en silence, comme une promesse. Celle que le matin viendrait. Et qu'il serait toujours là, dans un endroit où personne ne le réveillait en hurlant. Pour la première fois depuis longtemps, Alvaro s'endormit sans cauchemar, sans obscurité. Juste un rêve, avec une porte, du thé, et un mur tiède. Si vous pouviez vous asseoir un après-midi avec Alvaro, que lui offririez-vous? Si vous choisissez la légèreté, dites « thé ». Si vous choisissez la chaleur, dites « étreinte ». Le matin à Marrowfield semblait toujours aussi paisible, mais dans l'air flottait quelque chose d'étrangement suspendu, comme si la ville retenait son souffle, en attente d'un événement encore invisible. Le soleil perçait la fine brume, recouvrant les toits en bois et les porches anciens. Le vent soufflait doucement dans les érables d'automne, comme s'ils attendaient, eux aussi, un changement dans la maison située à la lisière de la ville. Monsieur Whitmore versa 2 tasses de thé chaud. Devant la porte de la chambre, il frappa doucement. « Alvaro ? Réveille-toi, le petit déjeuner est prêt. » Aucune réponse. Il poussa la porte. Alvaro était encore recroquevillé dans la couverture, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Il posa la tasse sur la table. « Tu as rêvé de quelque chose ?» Alvaro secoua la tête en se redressant. Sa chemise de nuit glissa de son épaule, révélant des ecchymoses le long de son dos. Monsieur Whitmore s'arrêta net. Dans un souffle rauque, il demanda. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Alvaro tira sur sa chemise, baissant la tête sans dire un mot. Il s'assit à côté de lui, à une distance respectueuse. « Si quelqu'un t'a fait ça, je dois le savoir. Pas pour juger, mais pour t'aider. » Après un moment de silence, Alvaro murmura. « C'est chez moi qu'on m'a frappé. » Sans ajouter un mot, il l'emmena à la clinique Brand. L'infirmière Lucia Brand, une femme dans la quarantaine, soigna chaque blessure sur le corps d'Alvaro avec une attention extrême. Les plaies anciennes et récentes se superposaient, rendant impossible toute hypothèse d'accident. Lucia ressortit avec le visage sombre, les yeux légèrement rouges, comme si elle venait d'étouffer un sanglot. Elle tenait le dossier médical dans ses mains, ses doigts pressant légèrement le papier. « Il y a des signes d'abus prolongés, » dit-elle d'une voix rauque, chargée à la fois de colère et de douleur. Dans ses yeux, ce jour-là, se mêlaient professionnalisme, intuition et un regret très réel, quelqu'un aurait dû le voir plus tôt. Monsieur Whitmore hocha la tête. « Tu peux lui parler. » Alvaro, silencieux un instant, murmura. « C'est mon beau-père. Et ma grand-mère. Il me frappait quand je ne révisais pas, quand je renversais de l'eau, ou même quand je ne disais rien. » Lucia se leva doucement et dit à Whitmore. « Je dois appeler la police. »« C'est grave. »« Fais-le, » répondit-il. « Je m'occupe du reste. » Quand le chef de la police, Nolan, arriva, Alvaro était encore assis sur la table d'examen, les bras croisés sur sa poitrine. « Quel est ton nom, fiston ?» demanda Nolan. « Alvaro Carter. »« Eduardo Carter, c'est mon père, enfin, mon beau-père. »« Et Donia Lucilla Carter. »« Pouvez-vous garder cet enfant ?» demanda Nolan à Whitmore. « Pas seulement le garder. Je vais le protéger, comme un membre de ma propre famille. Il est entré dans ma maison, non par le sang, mais par la confiance. Et je ne laisserai plus personne lui faire de mal. » Sur le chemin du retour, Nolan fit un détour par l'épicerie Holloway. June, en train de réorganiser l'étagère des biscuits, leva les yeux en le voyant entrer. « Bonjour Nolan, quelque chose ne va pas ?» June, as-tu déjà vu un enfant avec Edward Carter ? Oui, il venait parfois ici. Mais récemment, plus rien. Avant, il baissait toujours la tête, très silencieux. Une fois,
j'ai vu qu'il avait un bandage à la main et des bleus autour des yeux. Quand je lui ai demandé, il n'a rien dit. Tu penses qu'il se passait quelque chose? À l'époque, j'étais juste méfiante, mais maintenant, je crois que oui. Tu te souviens de la dernière fois où tu l'as vu? Il y a 2 semaines, un matin de bruine. Il était sous l'auvent. Je lui ai donné un paquet de biscuits. Il m'a remercié tout doucement. Depuis, plus rien. Es-tu prête à témoigner? Oui. Je dirai la vérité. L'atmosphère à Marofil n'avait plus la tranquillité habituelle des matins précédents. Les rumeurs filtraient entre les clôtures blanches, frappant à chaque porte, glissant jusqu'à chaque oreille attentive au comptoir de l'épicerie. Personne ne disait rien. Mais tout le monde savait, désormais, qu'il s'était passé quelque chose dans la maison des Carter. Il sortit une vieille boîte en fer de sa poche, en souleva le couvercle et la lui tendit. « Des lettres de ta mère » murmura-t-il. Elle me les avait envoyées quand elle cherchait un moyen de fuir, mais elle n'est jamais arrivée à temps. Alvaro les prit, les mains tremblantes, et les lut. Dans ces lignes, la voix de sa mère apparaissait comme un dernier souffle. Il contrôle tout. Je ne peux pas passer d'appel. Je ne peux aller nulle part seul. Lucilla dit que je suis une honte pour la famille. Eduardo, il appelle son fils Karma. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir si quelqu'un trouve cette lettre. Je vous en supplie. Aidez mon fils à s'échapper d'ici. Il ne pleura pas, mais ses petites épaules se mirent à trembler, comme si le vent soufflait à travers sa chemise trop fine. Il resta silencieux longtemps, puis se retira dans sa chambre. Cette nuit-là, Alvaro ne dormit pas. Il resta recroquevillé dans son lit, la lettre serrée entre ses mains, comme une ultime clé ouvrant la porte d'une vérité restée trop longtemps enfouie dans l'obscurité. Les souvenirs revinrent, déferlant comme un raz-de-marée, le hurlement du père, le regard glacial de la grand-mère, l'odeur de désinfectant. Alvaro serrait la lettre comme s'il ne lui restait d'elle que ce papier froissé et dans son cœur la peur était peu à peu remplacée par quelque chose de plus profond, une colère enfouie depuis trop longtemps qui n'avait jamais eu le droit d'exister. Quand la lumière du jour filtra dans la petite pièce, Alvaro en sortit les yeux rougis. Par le manque de sommeil mais la voix claire, Monsieur Whitmore, je viendrai. Je dirai la vérité. Le procès débuta. Alvaro monta à la barre, mais ses premiers mots ne furent pas un témoignage. Ce fut le battement sourd de son cœur cognant dans sa poitrine. En face de lui, Doña Lucila et Eduardo étaient déjà assis. La grand-mère, le visage figé comme une statue, le regard plein de dédain. Eduardo, maigre, les cheveux en bataille, semblait un homme qui avait vécu sans jamais se réveiller. Un seul regard de sa grand-mère, ce regard qui autrefois l'avait figé comme une pierre, faillit l'arrêter. Elle tourna le visage. Ses jambes tremblaient. Sa main s'agrippait à sa chemise, là où la lettre était toujours cachée. « Ça va, Srenia » murmura l'avocate Amanda Blake. Amanda, une femme dans la quarantaine, les cheveux attachés, le regard expérimenté. Elle représentait légalement Monsieur Whitmore, qui tentait d'obtenir la garde des Alvaro. Elle avait écouté le garçon en silence ces dernières semaines. Alvaro prit une grande inspiration. Un souvenir de sa mère traversa soudain son esprit et son regard, juste avant qu'elle ne ferme les yeux pour toujours. Il fit un pas en avant. « Comment t'appelles-tu » ? « Alvaro Carter. »« Peux-tu dire ce qui s'est passé » Il regarda autour de lui, puis baissa les yeux vers ses mains serrées. « Une nuit, j'ai renversé un verre d'eau. Ma grand-mère m'a vu. Elle a appelé mon père. Il a cassé la lampe. La lumière a vacillé. Il a crié, « Tu es le karma. Tu as tué ta mère. » Puis il m'a frappé. Il m'a frappé jusqu'à ce que je ne puisse plus ouvrir les yeux. La salle d'audience devint silencieuse. Une femme au fond sanglotait doucement. « As-tu eu peur, Srenia » demanda Amanda. « Oui. Mais je ne veux que plus jamais quelqu'un d'autre souffre comme moi. » Elle se tourna vers Eduardo. Le regard d'Alvaro n'était plus effrayé, juste silencieux. Profond. Monsieur Whitmore serrait doucement la coudoir de sa chaise. Il ne regardait pas Eduardo, seulement Alvaro, comme s'il revoyait son propre fils perdu, de l'autre côté. Eduardo Carter, les cheveux en désordre, les lèvres closes, ne dit rien. Mais lorsqu'Alvaro appela inconsciemment Monsieur Whitmore Monsieur dans une autre réponse, Eduardo cligna des yeux pour la première fois depuis son arrestation. Il ne protesta pas. Il resta assis, silencieux, comme un homme désorienté. Doña Lucila,
entendant son nom dans le témoignage, tourna vers son petit-fils un regard de mépris. Mais cette fois, Alvaro ne baissa pas la tête. Il la regarda en face. Sans peur. Sans haine. Juste un survivant face à quelqu'un qui n'avait plus de pouvoir sur lui. Lorsque l'audience fut suspendue, M. Whitmore sortit dans le couloir, les mains tremblantes. Linda Harper écrivait dans un petit carnet. « Ça va, dit-il. Aujourd'hui, j'ai perdu un fils. Mais j'en ai vu un autre se lever à sa place. » Linda s'arrêta et murmura. « On n'écrit pas seulement la vérité. On doit aussi la protéger. » Conclusion du procès, avec la lettre de la mère d'Alvaro, les anciens témoignages médicaux et les déclarations du garçon ainsi que de plusieurs témoins, le tribunal condamna Eduardo Carter à 15 ans de prison pour maltraitance grave sur enfant et complicité indirecte dans la mort de son épouse. Donia Lucila reçut 5 ans de mise à l'épreuve et une interdiction à vie de contacter les enfants et son petit-fils. Alvaro ne se retourna pas lorsqu'on les emmena. Il prit simplement la main de M. Whitmore et sortit en silence. Vers la lumière. Ce matin-là, au manoir Whitmore, la lumière n'avait rien de spectaculaire. Le ciel était couvert d'une fine brume argentée. Les branches des pommiers gardaient encore l'humidité de la nuit, et la vieille porte en bois grinça doucement sous la brise. Mais c'était dans cette simplicité qu'un souffle nouveau naissait. Pour la première fois depuis des années, la maison n'était plus silencieuse. Dans la cuisine, l'odeur de pain grillé et de lait chaud se répandait. Sophia, la petite fille de M. Whitmore, environ 27 ans, une jeune femme à la voix posée et au regard compréhensif, préparait le petit déjeuner. Elle se retourna et vit Alvaro qui observait la pièce, timide. « Tu veux un peu plus de miel ?» Elle ne cherchait pas à être gentille. Juste assez chaleureuse pour qu'un enfant blessé ne se sente pas obligé. Alvaro hocha légèrement la tête et s'assit devant l'assiette. Pour la première fois, il prit un petit déjeuner en paix, sans regards accusateurs, sans cris. Après le repas, il suivit Sophia dans le jardin. Alba et Thomas, 2 orphelins hébergés temporairement dans le foyer soutenu par M. Whitmore, apprenaient à écrire sur un petit tableau noir. Il s'assit près d'Alba, observant ses lettres maladroites tracées de la main droite. Elle essayait d'écrire avec la gauche. « Pourquoi ?» demanda Srenia. Alba écrivait comme ça quand elle ne pouvait plus tenir un crayon de la main droite, répondit doucement Alvaro, comme une brise. Alba ne dit rien. Alvaro lui prit la main et la guida, trait après trait, avec une patience infinie. Thomas, de son côté, dessinait une maison et un chien avec des crayons de couleur. Personne ne parlait de la douleur, mais d'une manière silencieuse, ces 3 enfants se reconstruisaient à chaque trait. L'après-midi, Sophia proposa à Alvaro de choisir la couleur de la salle d'études que M. Whitmore souhaitait rénover pour en faire un lieu de vie pour les enfants. « Ce bleu-là, qu'en dis-tu » demanda Srenia en lui montrant un nuancier. Alvaro leva les yeux vers le ciel, les nuages flottant doucement au-dessus du vieux toit texan. « Une couleur comme le ciel, quand maman était encore là » dit-il si doucement que Sophia mit quelques secondes à comprendre. Elle ne répondit pas. Elle choisit cette couleur. Ce soir-là, Alvaro s'assit seul dans la bibliothèque où M. Whitmore lisait autrefois avec son fils défunt. La lumière de la lampe de bureau illuminait la page qu'il écrivait, chaque trait lent et précis. « Maman, je suis encore en vie. Je suis allé au tribunal. J'ai tout dit. Mais aujourd'hui, je n'écris pas pour parler de la douleur. Je veux te parler de Thomas, d'Alba, de Sophia. Du petit déjeuner au miel, de la nouvelle pièce bleue. Je crois que je commence à comprendre ce que ça veut dire, vivre. Pas survivre. Vivre. » Il plia la lettre et la glissa dans une petite boîte, sur laquelle était gravé à l'intérieur, pour Martha, avec tout mon amour. C'était la boîte où M. Whitmore conservait les lettres de sa femme. Sur le perron, M. Whitmore arrosait les plantes. Il se retourna en entendant des pas feutrés. « Monsieur Whitmore » appela Alvaro. « Oui. Je veux apprendre à faire du pain, comme celui que Sophia a fait l'autre jour. Mais j'aimerais y mettre de l'anis. » Il rit. Pour la première fois sans gêne. Doña Marta aimait l'anis. Maintenant, quelqu'un s'en souvient comme moi. Ce soir-là, pour la première fois en 15 ans, M. Whitmore n'eut pas besoin de somnifères. Les rires venant du jardin, la lumière jaune dans la cuisine, l'odeur de farine et d'anis dans toute la maison, tout donnait l'impression que le temps avait reculé. Alvaro s'assit devant la fenêtre.
Il regardait les petites étoiles scintiller dans le ciel nocturne. La lettre à sa mère était écrite. Le passé était toujours là, mais pour la première fois, il n'était plus une chaîne. Il était simplement la terre dans laquelle semait. Le lendemain matin, l'inauguration de la maison de lumière ne fut ni bruyante ni éclatante. Mais une lumière spéciale, silencieuse comme la rosée, s'infiltrait dans le sol après la pluie. C'était l'automne. Le vent était doux. Les feuilles d'érable dorées reposaient sur les épaules, sur le seuil de bois, puis tombaient lentement, comme pour consigner chaque moment de renaissance. Sous le grand arc de pierre où était gravée la phrase « Personne n'est invisible pour toujours », les invités arrivèrent peu à peu. Ce n'étaient pas tous des amis, ni même des proches. Mais beaucoup avaient entendu l'histoire des Alvaro, le garçon qui avait perdu sa voix à force de peur. Aujourd'hui, il se tenait là, aux côtés de l'homme qui s'était enfermé pendant 15 ans dans un manoir froid. Ensemble, ils coupaient le premier ruban rouge d'un nouveau départ.